Donc je suis très heureux avec Alexandre de vous présenter la restitution de cette étude, Oser la transformation. Et sans plus attendre, j'appelle nos invités sur scène. Donc Sophie Bouéret, Excel Industries, Karine Havas, Jeffco, Christian Casser qui est en train d'arriver, un timing parfait, Christian, et Sophie Massira, que je ne vois pas. Eh ben voilà, pardon. Alors, Sophie Massira est vice-présidente de la DFCG et a contribué à la rédaction du livre blanc portant sur le digital de Finance Innovation, qui est là et dont elle va sans doute vous parler pendant cette restitution. Alors, avant de démarrer et de commenter les résultats, je voudrais vous parler de l'organisation, le petit tableau de bord, si on peut passer, ben voilà. Sur le petit tableau de bord des principaux chiffres de l'étude. Donc, toujours un engouement assez important des directeurs financiers pour cette étude, puisque 420 d'entre eux ont répondu au questionnaire en ligne et ont été interviewés pour partie. C'est 70 CFO qui ont été rencontrés cette année, 70 CFO, 50 l'année dernière, donc ça vous donne un peu l'ampleur de cette étude, et encore une fois, l'engouement des directeurs financiers pour cette étude. Et je noterai juste un point, c'est l'augmentation des grandes entreprises. C'est-à-dire que non seulement les directeurs financiers sont intéressés, mais en plus, les directeurs financiers de grandes entreprises sont intéressés par cette étude et par le partage. Quelques points sur la méthodologie. Donc, on essaye de faire évoluer chaque année l'étude pour la rendre encore plus attrayante. Donc, il y a un premier point qui est important, c'est qu'on a un peu fait évoluer le dispositif pour avoir une vision prospective. On s'est rendu compte que les directions financières sont surtout portées sur le prospectif, donc on s'est dit qu'il était important d'avoir cette vision prospective, et en l'occurrence une vision à 3 ans. Et un deuxième point, c'est le détail par taille d'entreprise, qui a été beaucoup plus précis cette année, et vous allez voir du coup un slide que va vous présenter Alexandre sur les priorités classées par taille d'entreprise. Un autre point qui a évolué, c'est le témoignage de projets de transformation, et en particulier donc on a quelques représentants sur scène pour nous parler de leurs projets de transformation, et vous découvrirez également dans la restitution papier de l'étude ou Internet d'autres directeurs financiers de grands groupes qui ont parlé de leurs projets de transformation. Et puis le dernier point, c'est qu'on a voulu être beaucoup plus précis. Donc on a, avec l'équipe qui a réalisé cette étude, l'équipe PwC, partagé des retours d'expérience de mission avec des bonnes pratiques et ce que l'on a vu sur nos missions PwC, classées par priorité. Alors, sans plus attendre, quel suspense, le classement des priorités. Donc, vous voyez, on a sur la gauche 2018, et puis sur la droite, les mêmes priorités classées à 3 ans. Donc, ce qu'on voit en premier, c'est le pilotage de la performance. Il faut dire que c'est un sujet qui a été classé premier depuis le lancement de cette étude. Mais j'apporterai 2 commentaires par rapport à cette priorité. La première chose, c'est que c'est pour la première fois une priorité qui se classe bien au-dessus des autres priorités. Donc il y a plus de 73% des répondants qui ont plébiscité cette priorité. C'est important et c'est à noter puisque c'est la première fois que cette priorité se classe bien au-dessus des 5 autres. Alors, j'apporterai un commentaire personnel
D'abord, c'est effectivement la première priorité pour 2018. C'est ensuite la première priorité pour d'ici 3 ans. Mais j'ai le sentiment, et là c'est plutôt personnel, que les priorités, la performance de 2018 ne sera pas celle dans 3 ans ou plus tard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai le sentiment que les indicateurs, les éléments d'analyse vont évoluer vers des indicateurs non financiers. Et ça, c'est parce que c'est la société civile qui nous pousse à être plus transparents. Et donc, par exemple, il y a les indicateurs RSE qui vont arriver. Et donc, voilà, c'est un peu mon analyse. On a la même priorité, le même engouement des directeurs financiers pour ce sujet, c'est leur raison de vivre. Et par contre, on n'a pas forcément la même approche par taille d'entreprise, on le reverra tout à l'heure. Deuxième priorité, stratégie de développement. Bon, là encore, on retrouve le rôle de la direction financière, d'être proche de sa direction générale, d'être proche du métier par cette priorité qui est évidemment extrêmement importante et qui reste en deuxième position d'ici 3 ans. En troisième position, optimisation des processus pour 2018 et cette priorité tombe à la 6e position d'ici 3 ans. Alors là, permettez-moi un commentaire personnel. Là encore, j'ai le sentiment que c'est un peu une dette technique que les entreprises, que les directeurs financiers auront payé. Dette technique, c'est-à-dire les développements spécifiques qui sont extrêmement coûteux et qu'ils auront payé d'ici 3 ans. Une petite anecdote sur un des directeurs financiers que j'ai rencontré qui a été très transparent et qui m'a dit voilà, je suis en réflexion pour changer mon ERP. Et il m'a dit, je me suis rendu compte qu'il était moins coûteux de mettre en place un ERP avec des processus standards plutôt que de mettre en place une nouvelle version en maintenant les spécifiques. Donc ça montre bien qu'effectivement, il y a cette notion de dette technique que les directions financières et les entreprises sont en train de payer et vont continuer à payer. Mais il y a aussi la logique de standardisation qui est importante. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. En 4e position, la gestion du cash. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est que les ressources financières sont assez disponibles. Et là, je pense qu'Alexandre pourra aussi donner une vision par taille d'entreprise, parce que la situation est un peu différente. Dernier point, on le verra, cette année, les directions financières ont fait un focus sur la sécurité des transactions, c'est-à-dire le joint entre l'expertise trésorerie et l'expertise en matière de cybersécurité. Maîtrise des risques, alors là encore, une remarque personnelle, une réaction personnelle. Je pense que c'est un peu sous-évalué, parce que quand on entend les risques de fraude, les risques de cybercriminalité, le nombre de nouvelles normes qui arrivent sur le marché, voilà, je le classerais personnellement un peu plus haut dans l'échelle, mais c'est le résultat et on demandera à nos invités de réagir sur le sujet. Organisation et gestion des talents, là aussi, 6e position. Alors, les positions ne signifient pas que ces priorités sont moins importantes que d'autres. Elles signifient juste que, à un moment donné, il y a moins d'intérêt, il y a moins de force à mettre sur ce sujet. Mais si vous me permettez de remarquer qu'à 3 ans, cette priorité remonte à la 3e place. Et c'est un peu l'enseignement aussi de cette étude, c'est le côté gestion des talents et surtout jeune génération.
Alors, Alexandre, est-ce que tu peux nous commenter ce slide et nous expliquer déjà comment on le lit? Oui. Bon, bonjour à toutes et à tous tout d'abord. Donc, effectivement, comme Pascal nous l'a dit, cette année, on a fait un focus assez fort sur les différentes tailles d'entreprise et les réponses par taille d'entreprise, puisqu'on s'est rendu compte que c'était assez riche d'enseignements, et on le voit notamment, ne serait-ce que sur le classement des 6 priorités. Alors, effectivement, c'est un graphique qui n'est pas forcément lisible tout de suite, donc vous retrouvez sur la gauche les 6 priorités dont Pascal vient de vous parler, et vous avez à l'horizontale le classement par taille d'entreprise, donc TPE, PME, ETI et grandes entreprises. Alors, qu'est-ce que l'on doit retenir finalement de tout cela et de ce classement qui est le classement à 2018 que vous voyez affiché? Plusieurs choses. La première, c'est que pilotage de la performance fait l'unanimité, quelle que soit la taille d'entreprise, c'est la priorité numéro 1. Et vous ne le voyez pas ici puisqu'on affiche ici que 2018, mais vous le verrez dans l'étude. Également à 3 ans, c'est la priorité numéro 1, quelle que soit la taille d'entreprise. Bon, ça c'est très clair. En revanche, derrière, pour les 5 autres priorités, il y a une vraie hétérogénéité en fonction de la taille des entreprises. Typiquement, si on regarde gestion du cash, Pascal en a parlé un tout petit peu, on se rend compte qu'il y a une vraie tendance qui se dégage. Plus la taille d'entreprise grandit, moins ce sujet de l'importance, puisqu'il passe de 3e à 6e pour les grandes entreprises. Bon, je pense que c'est quelque chose qui se comprend assez bien. L'accès au financement, aux trésoreries est peut-être un peu plus complexe pour les plus petites entreprises que pour les plus grandes. Pour certaines même un sujet de préoccupation quotidien, voire même de survie. A l'inverse, la maîtrise des risques, qui ne peut être, en tout cas c'est ce qu'on comprend de ce classement, une priorité pour les plus petites entreprises, devient et grossit au fur et à mesure que l'entreprise grandit, la priorité numéro 2 pour les grandes entreprises. Et la dernière priorité que je souhaitais commenter, qui est là aussi une tendance assez marquée, c'est l'optimisation des processus. Puisqu'on se rend compte que pour les petites entreprises, ça ne peut être encore un sujet ou une priorité, du fait de la nécessité de suivre la croissance forte de ce type d'entreprise, alors que ça devient un sujet prioritaire, en tout cas la deuxième priorité pour les PME et ETI, qui ont justement dans un besoin de structuration dans leur façon d'évoluer. Et puis, si on continue un peu le cycle de l'entreprise, on voit bien que les grandes entreprises nous disent avoir réalisé les travaux autour de l'optimisation des processus, même si on verra qu'en réalité, il en reste encore beaucoup à faire, mais il est moins prioritaire que sur les plus petites. Donc voilà un peu les principaux enseignements que je voulais retenir avec vous. Peut-être une petite réaction de nos invités, en commençant par Sophie Massira sur ce sujet. Fonctionne. Oui, alors pas de surprise pour moi sur le résultat de cette enquête, parce que surtout si on considère les 3 premières priorités, la première sur le pilotage de la performance, vous l'avez dit, ressort en toute première, que ce soit à court terme ou à moyen terme, et également quelle que soit la taille de l'entreprise. Le pilotage de la performance, c'est, il me semble, le cœur de la fonction et de la mission du directeur financier, je dirais même le pilotage et l'optimisation de la performance. Quant à la deuxième priorité, donc c'est la stratégie de développement. Il me semble intéressant de mettre la stratégie de développement en lien avec l'environnement qui nous entoure aujourd'hui. Il est clair que depuis 20 ans à peu près, les business models de nos entreprises sont bousculés. Et avec une très très forte accélération au cours des 10 dernières années, on le voit dans différents secteurs, dans la distribution, dans le transport de la personne, dans le logement touristique, dans la presse, qui est un secteur que je connais bien. Et dans ce cadre-là, dès lors que l'environnement, les business models de l'entreprise sont bousculés, il est clair que le directeur financier a vraiment pour mission d'accompagner cette transformation et d'accompagner la réorientation stratégique et de la challenger, comme ça a été dit à la conférence précédente. Donc ça me semble également une priorité incontournable. La troisième, qui est l'optimisation des processus, alors là tout simplement c'est un prérequis. On ne peut pas accompagner la transformation sans avoir optimisé les processus. C'est un prérequis qui est nécessaire également pour l'agilité de l'entreprise que l'on recherche tous.
Donc pas de surprise majeure. En revanche, sur l'optimisation des processus, effectivement, moi je soulignerai un point, c'est qu'on voit que c'est en 3e position aujourd'hui et que ça le passe en 6e, donc ça veut à 3 ans. Donc ça signifie que, ma foi, dans 3 ans, on aura tous optimisé tous nos processus. Donc c'est une bonne nouvelle, mais il faut s'y mettre sérieusement. Et également, il y a un point, en revanche, qui me surprend, c'est la déconnexion qu'on peut observer entre l'optimisation des processus et l'organisation et la gestion des talents. Parce que l'optimisation des processus, à mon sens, passe par la réorganisation de l'entreprise. Quand on optimise nos processus, on remet à plat souvent les organisations et on travaille également sur les compétences et donc l'organisation de l'entreprise. Voilà, et puis sinon, je n'ai pas de commentaire additionnel notamment, par rapport à ce qui a été dit, notamment ce qu'a dit Alexandre sur le cash et les risques, où on voit des tendances inversées selon la taille de l'entreprise et ce qui va avec ce qu'on voit au quotidien. Merci Sophie. Quelqu'un veut réagir? Quelqu'un d'autre veut réagir? Christian? Non? Alors, on peut passer au slide suivant. Donc là, on va rentrer dans le détail de chacune des priorités et vous commenter quelques chiffres, quelques données qui nous ont marqués. Donc, pilotage de la performance, on l'a dit, priorité largement numéro 1. Alors, en ce qui me concerne, il y a 2 chiffres qui m'ont intéressé. Le premier, c'est le 89% des directeurs financiers souhaitent améliorer leur reporting. Alors, améliorer leur reporting, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus de reporting? En fait, non, c'est tout l'inverse. Il faut rationaliser le reporting, le rendre plus parlant, plus pédagogique, pour reprendre un terme qu'on vient d'entendre, pour parler au métier, pour communiquer au métier et pour communiquer aux opérationnels. Donc ça, c'est un point très important. Le deuxième chiffre qui m'a marqué, j'allais dire enfin, c'est la volonté des directeurs financiers de travailler sur du prescriptif et prédictif. Alors, aujourd'hui, les systèmes d'information sont tout à fait au point pour travailler sur ces sujets. Et j'ai rencontré donc un certain nombre de directeurs financiers. Il n'y en a pas un qui ne m'a pas parlé de ce sujet. La preuve, c'est que c'est 59%, que ce soit les petites entreprises ou les grandes entreprises d'ailleurs. Donc, voilà, je suis un peu rassuré, mais c'est intéressant puisque du coup, ça montre que le digital, les tableaux de bord sont véritablement perçus par les directions financières comme des outils qui vont permettre de piloter la performance de l'entreprise. Alors, est-ce que vous avez, chers amis, des commentaires à faire sur cette planche? Oui, je peux peut-être commencer. Au niveau du pilotage de la performance, c'est très clair que c'est un enjeu majeur de la direction et des directions financières aujourd'hui. Je pense que ça l'a toujours été, le pilotage de la performance. Maintenant, en période de grande transformation, il faut revoir ce pilotage de la performance et le faire évoluer. Donc on a la chance d'avoir des outils maintenant sur le marché qui sont innovants, qui nous permettent d'aller aussi vite finalement que le temps, parce que maintenant tout s'accélère. On est dans un monde ouvert, on est dans un monde connecté et les informations, l'accès à l'information va très très vite. Donc il faut qu'on s'adapte grâce aux nouveaux outils de big data, de BI ou encore de data visualisation. On a maintenant les moyens de pouvoir déjà dans un premier temps générer des gains de productivité, c'est-à-dire d'aller très très vite, de pouvoir traiter la donnée très rapidement et la produire et passer moins de temps sur la production, mais bien plus sur l'analyse. Ensuite, bien sûr, on a la possibilité, et c'est sûr, de fiabiliser ces données, puisqu'on va se plugger directement, je dirais, à la source, mais à la source financière, certes. Maintenant, on peut aussi croiser des données, c'est-à-dire revoir les indicateurs en croisant des données opérationnelles, en se pluguant directement sur les données opérationnelles, les systèmes d'information opérationnels, et les croiser avec les données financières. Et ça, je pense que c'est nouveau, et c'est ce sur quoi on travaille, donc chez GFCO notamment, dans le secteur de la logistique et du transport. Et là, on est capable, avec ce type d'indicateur, de dégager des tendances et donc de passer plus dans un mode prédictif, prescriptif,
que l'analyse du passé, de ce qui s'est passé sur le dernier mois, comment est-ce qu'on peut lancer des plans d'action correctifs. Maintenant, on est vraiment dans une démarche, alors en collaboration avec les métiers, bien sûr, les ressources humaines ou les fonctions support ou commerciales, et vraiment dans une identification de tendances pour pouvoir anticiper et donc, de fait, dégager une stratégie de développement. Merci Karine. On y reviendra tout à l'heure avec votre projet de modification de votre modèle de gestion. Christian, est-ce que vous voulez réagir ? Nous, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est moins d'aller changer le modèle ou le faire évoluer ou de changer les méthodes. Ça rejoint un peu ce qui a été dit, c'est pas sur le prédictif, mais c'est sur l'accès en mobilité, sur l'ergonomie, sur la rapidité, sur la simplification. On n'est plus sur un reporting accessible au plus grand nombre, simplifié, ergonomique, accessible en mobilité, partagé, quitte à aller sur des indicateurs plus simples et plus limités en nombre. C'est vraiment ce qui nous occupe sur le pilotage. Sophie Boiret ? Oui. Oui, donc moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Ce que je voulais juste peut-être rajouter, et l'une de mes préoccupations du moment, c'est comment limiter le reporting finalement aux indicateurs effectivement les plus simples, les plus pertinents de façon générale, et comment ne pas oublier aussi de faire de sur-mesure par rapport à ce prêt-à-porter qui peut être optimisé, puisque on sait tous que l'information tue l'information. Donc effectivement, comment finalement, par rapport à chacun de nos métiers, chacun de nos filiales, chaque contexte, chaque situation particulière, on arrive à trouver le bon KPI qui peut-être sera applicable uniquement dans une activité ou une filiale de notre groupe, et ne pas aller le polluer sur l'ensemble de l'entreprise alors que finalement il a très peu d'intérêt pour les autres. Donc ça, je pense que c'est les limites quand même de la rationalisation qui doit être prise en compte. Moi, je voudrais rebondir sur un point de l'étude dans le détail qui n'est pas partagé là, parce que l'étude est quand même très, très, très grosse. Et il était ressorti que la production d'un budget annuel représentait 1 à 3 mois de mobilisation des équipes financières. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, alors qu'on parle d'innovation, on parle d'agilité dans les organisations, il est impensable que la fonction finance persiste à produire des budgets en 1 à 3 mois, persiste à produire des reportings et des tableaux de bord sur Excel pour les communiquer aux opérationnels. Et il y a encore beaucoup d'entreprises dans lesquelles cela existe, des TPE, des PME, mais aussi des ETI. Et c'est franchement un point important. Et je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit et faire le lien avec le livre blanc dont tu parlais tout à l'heure, Pascal. Donc ce livre blanc a été produit par la filière des métiers du chiffre et du conseil, présidée par Bernard Guénier, du pôle finance et innovation. La DFCG a travaillé étroitement avec le pôle pour produire ce livre blanc, donc, qui s'intitule « Fonction finance 140 innovations au service de la croissance ». Vous avez des petits fascicules à votre disposition en sortant de la salle. Et ce que je voulais dire, c'est que lors des sessions de réflexion, il y a eu beaucoup de sessions de réflexion tout au cours de l'année dernière, avec près de 180 membres qui ont participé. Et j'ai eu le plaisir d'animer certaines sessions de pilotage. Et il est ressorti un certain nombre de points qui ont été évoqués là autour de la table tout à l'heure, notamment un réel besoin d'exploiter la data, de mieux exploiter la data, alors qu'elle soit interne à l'entreprise ou externe à l'entreprise, et qu'elle soit financière ou extra-financière. Un exemple dans la distribution, la météo est une donnée externe extra-financière qui peut influer sur le chiffre d'affaires et donc sur les prévisions de chiffre d'affaires. Et lors de ces réunions et des domaines d'innovation prioritaires qui sont ressortis, il est ressorti ce besoin de données qui soient immédiates, partagées par tous, qui soient homogènes et avec un besoin d'outils collaboratifs, j'insiste sur le collaboratif, qui permettent aux métiers de recevoir en temps réel les KPI de leurs activités, qui leur permettent en temps réel de réajuster le prévisionnel, qui permettent également en temps réel de recalculer les données qui sont liées à ces données réactualisées, qui soient intégrées et consolidées automatiquement, et le tout sur des supports mobiles et tablettes. Et donc c'est ça la direction financière digitalisée vers laquelle
on se doit d'évoluer. Alors, il y a des groupes qui sont plus avancés que d'autres, selon la taille et les moyens, mais il est clair qu'on se doit d'y aller. Et la fonction finance va évoluer dans ce sens. On ne sera plus sur la production, on ne sera plus sur la collecte, on ne sera plus sur la communication des données, mais davantage sur le pilotage des processus en lien avec les métiers et l'accompagnement des métiers sur les plans d'action. Voilà, je voulais juste rebondir là-dessus en lien avec ce livre blanc. Merci Sophie. Alexandre ? Alors oui, je vous propose qu'on avance sur la deuxième priorité, donc qui est, pour rappel, une stratégie de développement. Bon, là, on est un peu dans la continuité du pilotage de la performance, qui était la priorité numéro 1. En ceci que le rôle du directeur financier est un vrai rôle de conseil, de support auprès de l'entreprise. Beaucoup de directeurs financiers qu'on a rencontrés dans le cadre de cette étude nous ont parlé de l'importance du binôme qu'ils formaient avec leur directeur général. Je pense que ça fait vraiment écho à ce qu'on a entendu ce matin, mais les directeurs financiers nous l'ont dit, et notamment dans le cadre de stratégie de développement. Alors, la petite tendance un peu nouvelle, parce que ce que j'évoque là est peut-être pas tout à fait nouveau, ce qui est assez nouveau finalement, c'est le fait que le rôle du directeur financier dans la stratégie de développement s'étoffe d'année en année, notamment du fait de l'exigence croissante autour des projets de M&A finalement, et on voit un rôle qui s'étoffe, comme je le disais, qui devient de plus en plus transverse. Ça dépasse finalement les sujets finances, puisque bien souvent le directeur financier aussi endosse un rôle de médiateur finalement pour aligner les systèmes d'information, mais aussi aligner les cultures d'entreprise. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez nouveau et une tendance de fond qui pointe de plus en plus. Alors malgré tout, et c'est ce que vous voyez affiché ici, la croissance organique reste et assez largement privilégiée au regard de la croissance externe. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez prégnant que beaucoup de directeurs financiers nous ont dit. Alors justement, à ce titre, je crois que Karine voulait réagir sur le rôle du directeur financier dessus. Oui, je pense que vous avez déjà bien résumé la situation, et M. de Romanet a également bien insisté sur le rôle du directeur financier et de la direction financière dans la stratégie de développement. Certes, maintenant, chez GEFCO, par exemple, la direction financière s'appelle direction stratégique et financière, donc ça prend tout son sens. Nous sommes effectivement vraiment au cœur des stratégies de développement, alors qu'elles soient organiques, bien sûr, quand on veut se développer sur un marché ou accompagner un client dans sa croissance. Je pense qu'on a beaucoup insisté sur le pilotage de la performance. Et moi, j'aimerais rajouter aussi que le pilotage de la non-performance est aussi très stratégique finalement, parce qu'on a toujours tendance, là on voit bien 71% de croissance organique. Nous, on se positionne aussi, on a même cette année créé un comité de désinvestissement, c'est-à-dire on analyse, on a mis tout un process en place pour pouvoir suivre les loss-making countries, les pays qui sont vraiment structurellement déficitaires, parce qu'on on ne se rend pas compte, on a beaucoup de petits foyers de perte qui ont tendance à consommer tous les gains, la production de certaines entités qui sont très performantes. Donc je voudrais juste insister sur ce point-là, parce qu'effectivement, on a tous envie de se développer, mais pour se développer, il faut avoir une base saine. Et là, la direction financière, je pense, a encore plus de poids, parce que c'est difficile pour une direction de zone ou une direction opérationnelle de tuer un petit peu ses projets, mais quelquefois c'est nécessaire de passer par là. Ensuite, bien sûr, il y a la croissance externe. On est un monde, le monde est ouvert et mouvant. Je pense qu'il y a de plus en plus de croissance externe. Là, je voudrais juste rajouter sur ce point-là, au niveau de la croissance externe, la direction financière, de mon point de vue, a aussi un rôle encore plus important dans l'intégration des nouvelles acquisitions. Parce que c'est bien de décider d'acquérir une société ou autre, mais maintenant l'intégration est très difficile, et la direction financière elle a vraiment un rôle important dans le pilotage de projets. Voilà. Et puis ensuite il y a effectivement tous les autres types de stratégies de développement, d'alliances. Peut-être que je devrais ajouter aussi maintenant, ce qui émerge de plus en plus, c'est les prises de participation dans les startups, puisqu'on est dans un monde de nouvelles technologies, et nous on se penche de plus en plus sur ce type de développement, parce que alors on a le cœur de métier, on a principalement notre portefeuille de clients est axé sur le secteur automobile,
qui est en pleine ère de profonde mutation et de transformation. Donc on se doit de les accompagner, et c'est vrai que c'est un axe de développement stratégique qui est vraiment majeur et nouveau, je dirais, au sein de la direction financière et des grands groupes, ou peut-être pas forcément grands groupes d'ailleurs, que je connais moins. Voilà. Sophie, une réaction sur cette priorité ? Oui, la stratégie de développement, j'ai évoqué tout à l'heure en parlant des business models qui sont bousculés et de la nécessité du directeur financier d'accompagner les nouvelles orientations stratégiques de l'entreprise. Je pourrais apporter un témoignage personnel à titre d'exemple. Je citais tout à l'heure le secteur de la presse. J'ai travaillé pendant 4 ans en tant que secrétaire général chez Condé Nast. Je supervisais les fonctions financières, ressources humaines et informatiques. Condé Nast, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un éditeur de presse magazine avec des titres comme Vogue, GQ, Vanity Fair. Et typiquement, ce secteur d'activité est immanquablement bousculé par le digital. Et on parle de PME, hein, la filiale française est une PME, pour rebondir sur ce que disait Karine tout à l'heure. Lorsqu'on voit aujourd'hui que, et c'est pas nouveau, depuis une dizaine d'années, les revenus de diffusion, donc les ventes de magazines, que ce soit des ventes au numéro ou des ventes d'abonnements, déclinent de façon systématique. D'une part, d'autre part, quand on voit que les annonceurs, les marques annonceurs dans ces magazines, ma foi, prennent petit à petit conscience que le support papier n'est pas le seul moyen de toucher leur cible, force est de constater qu'il faut bouger et il faut se digitaliser. Donc Condé Nast, comme beaucoup de maisons de presse, s'est digitalisé, ou a créé des sites internet pour ses marques, donc Vogue, GQ, Vanity Fair, a développé des applications, s'est lancé dans la vidéo, s'est lancé dans le data, pour proposer aux annonceurs des offres de communication ciblées avec de la data. Vous pouvez toucher la femme de 40 à 45 ans qui a acheté un sac Chanel au cours des 6 derniers mois. Donc tout ça, ce sont des nouveaux métiers. Et en tant que directeur financier, l'accompagnement... Pardon ? Ou Dior. Ou Dior, bon. ou d'autres. Ou d'autres. Et effectivement, il faut accompagner ces changements, et ça se traduit par mettre en place des nouvelles structures analytiques pour suivre ces nouvelles activités qui n'ont rien à voir avec la production et la diffusion d'un magazine. Ça se traduit par développer des outils qui permettent aux forces commerciales de vendre de la publicité print et de la publicité digitale, ce qui n'est pas une évidence en soi, donc des développements informatiques. Ça se traduit par des formations pour amener les équipes éditoriales et commerciales, pour les unes, à produire des contenus digitaux qui n'ont rien à voir avec des contenus papier, et pour les commerciaux à vendre des offres digitales qui sont aussi très différentes et beaucoup plus compliquées. Donc le métier de directeur financier est véritablement d'accompagner ces transformations qui sont des réorientations stratégiques nécessaires et vitales. Donc là, je donnais un exemple de la presse, mais il y a beaucoup d'autres exemples dans différents secteurs. Merci Sophie. Alors je vous propose qu'on passe à la 3e priorité, qui est l'optimisation des processus. Donc là, sur cette priorité, il y a aussi une tendance très forte et qui fait l'unanimité, quelle que soit la taille d'entreprise. Il y a 2 mots-clés derrière cette priorité, que sont standardisation et simplification. C'est vraiment les 2 axes majeurs sur lesquels vous, directeur financier, vous avez envie de travailler sur l'optimisation des processus. Bon, l'autre message intéressant que l'on souhaitait partager avec vous sur cette priorité, c'est le fait que 67% encore, j'ai envie de dire, de directeurs financiers souhaitent accélérer les délais de production de l'information financière. Alors je pense que ça fait écho finalement à tout ce qu'on a déjà dit, la nécessité de temps réel, d'instantanéité. Toutefois, et c'est le 2e chiffre qu'on présente ici, il ne s'agit pas de faire plus vite pour moins bien. La qualité de la donnée reste un sujet très important, ça a été dit par M. Dormanet tout à l'heure. La rigueur, l'exigence, c'est vraiment ce qu'on attend en priorité des directeurs financiers. Sophie Bouéré, vous vouliez réagir par rapport à ça ?
Oui, sur la qualité de la donnée, alors effectivement, la fiabilité est effectivement la première mission d'un directeur financier, mais finalement, c'est pas si évident que ça, parce qu'on voit quand même qu'on est dans un environnement où les normes se complexifient énormément. Et moi, ce que je vis aujourd'hui dans une ETI, notamment, c'est que être vraiment en compliance avec les normes, être au niveau de qualité attendue, ça demande des efforts continus, et finalement, c'est jamais quelque chose d'acquis. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut continuer à travailler. Et finalement, ça ne m'étonne pas que 52% des directeurs financiers interrogés souhaitent continuer à améliorer leur qualité. Ouais, le deuxième commentaire qu'on voulait faire par rapport à l'optimisation des processus, c'est parler un petit peu des leviers technologiques. Il y en a beaucoup dans l'étude, on en a relevé simplement un ici, qui est le sujet de la robotisation. Sujet tout à fait novateur, on en avait parlé pour la première fois l'année dernière. On en reparle cette année. Peut-être un tout petit mot de précision sur ce qu'on appelle robotisation. Il ne s'agit pas de dématérialisation ni même d'automatisation comme on peut l'entendre, typiquement un rapprochement bon de commande facture. Ce n'est pas tout à fait ça qu'on pointe ici. La robotisation, ce sont plutôt des tâches manuelles qui sont facilement répétables, et on parle dans ces cas-là de robots par mimétisme en réalité. Des cas d'usage, il y en a un certain nombre. On a accompagné, nous, PwC, un certain nombre de grandes entreprises cette année qui ont testé des robots. Ça a été par exemple des robots capables de récupérer dans une boîte mail générique des informations d'un fournisseur pour aller créer automatiquement dans le RP la fiche fournisseur. C'est par exemple la création d'une commande, là aussi directement dans le RP à partir de mails reçus. Voilà, c'est ce cas de figure que l'on pointe quand on parle de robotisation. Et alors sur ce sujet, qui était, comme je vous le disais, très novateur, finalement, c'est un sujet qui va très très vite, puisque alors, ce sont majoritairement aujourd'hui les grandes entreprises qui l'ont testé en 2017, mais 2018 sera clairement l'année de l'industrialisation de ce type de projet. Encore une fois, pour l'instant dans les grandes entreprises, mais il y a fort à parier que dans les années à venir, les ETI et les plus petites entreprises y viennent très rapidement. Donc voilà ce qu'on voulait dire sur l'optimisation des processus. Et je vous propose de passer à la gestion du cash. Merci Alexandre. Alors la gestion du cash, un peu moins prioritaire, mais malgré tout très, très importante. 3 chiffres à retenir. 50% des entreprises souhaitent diversifier leurs sources de financement. Et là, je pense qu'il faut rentrer dans le détail par taille d'entreprise, puisque les sources de financement divergent assez radicalement entre les TPE qui font appel essentiellement à de la subvention d'investissement versus les grandes entreprises qui développent l'emprunt obligataire. Donc j'arrêterai là le détail, mais c'est pour que vous compreniez que dans l'étude, il y a une analyse assez fine par taille d'entreprise sur les diversifications de sources de financement. Deuxième sujet intéressant, la montée en puissance, et je l'ai dit tout à l'heure, de la sécurisation des flux transactionnels, des flux de sortie de cash en fait. Effectivement, on voit de plus en plus de projets de mise sous contrôle et de sécurisation des transactions. Donc, il y a 41% des directeurs financiers qui pensent que c'est un sujet qui est important pour l'entreprise. Et de nombreuses directions de trésorerie ont par exemple lancé ce type de projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type de projet nécessite la combinaison d'experts en trésorerie et d'experts en cybersécurité. Donc, c'est vraiment une combinaison de compétences. Dernier sujet, dernier chiffre intéressant, 41% des directeurs financiers considèrent que l'intégration du cash est important pour le pilotage de la performance. On retrouve la notion de pilotage de la performance. Et il y a un certain nombre de directeurs financiers qui ont même été jusqu'à nous dire, il faut développer encore la culture cash. Donc ça, c'est un élément aussi qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que l'ensemble des directions, l'ensemble des entreprises n'ont pas encore développé assez la culture cash, et c'est ce qui ressort aussi de cette étude. Alors Christian, je crois que vous vouliez réagir sur le cash. Je voulais réagir par rapport au fait que sur les grands groupes, c'est une priorité. Vous nous avez dit qu'il ressortait
numéro 6. Ce n'est pas du tout le cas chez nous. On aurait interrogé l'ensemble de nos directeurs financiers. On serait en 1 ou 2. On a vraiment cette culture cash à tel point qu'on produit une position quotidienne de trésorerie par structure qui est redescendue en info instantanée sur tous les patrons. Donc c'est vraiment cette culture. Alors le process est simplifié parce on travaille à 95% en Europe. Donc c'est plus facile, il n'y a pas de décalage horaire, mais on produit vraiment cette information. Et on voit que dans ce pilotage de cash, hein, on a une courbe. L'indicateur, c'est une courbe sur l'année avec un point qui se construit tous les jours. D'abord, c'est une info qui est facile à construire. Dans tous nos systèmes avec cash pooling, on sait restituer une position de cash par entité tous les jours. C'est une info qui est certes pas rapprochée, mais qui est instantanée, qui a la force de quelque chose qui est irréfutable. Ça vient de la compta, ça vient de la banque. Et c'est extrêmement précieux. Je trouve que ça stimule le processus de recouvrement et de facturation. C'est extrêmement stimulant. C'est un moyen de contrôler évidemment nos résultats. Et puis quand on a un écart, bien sûr la courbe annuelle, on la compare à celle de l'année avant et de 2 ans avant. Donc on a une courbe sur l'année avec référence aux 12 mois précédents et 24 mois précédents. Je trouve qu'on a quelque chose de très performant. En cas d'écart, on s'est zoomé sur l'entité la plus fine, sur l'établissement le plus fin, pour aller voir ce qui se passe. Donc c'est un outil de contrôle interne et de maîtrise des risques. Et nous, on est parfaitement dans la troisième motivation, qui est le pilotage et le contrôle de la performance. Merci Christian. Alors, transition parfaite avec la maîtrise des risques. Donc, juste avant de commenter les quelques chiffres de cette priorité, je voudrais juste rappeler le périmètre de la maîtrise des risques, qui est effectivement assez large. C'est un sujet qu'on devrait intégrer pour les prochaines éditions. Donc, la maîtrise des risques, c'est évidemment le contrôle interne, les normes techniques, l'aspect législatif et fiscal, les risques exogènes. Ce que j'appelle risques exogènes, c'est, vous l'avez bien compris, les risques d'image, par exemple, ou les risques de marché. Et puis, et surtout, je dirais, par rapport aux chiffres qui sont sur cette planche, la fraude et la cybercriminalité, qui sont finalement de vraies préoccupations pour les directions financières, respectivement à 79 et 76%. Et elles considèrent que ils considèrent que ce sujet est d'importance. Il est d'importance pourquoi ? Parce que finalement, quand il y a une fraude ou quand il y a une attaque, finalement, il y a un impact, en tout cas pour les sociétés cotées, sur le cours de bourse. Donc c'est un impact direct. Et puis pour les sociétés non cotées, les actionnaires ne sont pas très satisfaits et hésitent à développer plus de financement à ces participations. Dernier terme, je reviens sur le contrôle interne, puisque là aussi, et ça va faire plaisir à Sophie, le digital vient aider finalement le métier de contrôle interne par une capacité d'analyse exhaustive. On n'est plus sur de l'analyse par échantillon, on est sur une analyse exhaustive, et là, ça aide finalement, ça facilite grandement l'identification des risques. Donc, voilà ce que je voulais dire sur la maîtrise des risques. Alexandre, organisation et gestion des talents. Oui, dernière priorité à commenter. Organisation et gestion des talents, alors c'est presque 2 priorités en une. Donc, permettez-moi de commencer peut-être par la gestion des talents d'abord. Je crois qu'il n'y a pas un directeur financier que nous avons rencontré qui ne nous a pas parlé de ce sujet finalement, alors même que ça arrive en 6e position. Et plus spécifiquement des questions que pose l'intégration des nouvelles générations dans l'entreprise et notamment dans la direction financière. Alors on voit des directions financières qui se sont vraiment saisies de ce sujet et qui ont commencé à travailler avec les directions des ressources humaines en général, ce sont des programmes communs, pour pallier à ces problématiques-là et envisager, alors ça peut prendre plusieurs formes, mais c'est souvent des parcours croisés, voilà, pour faire découvrir les différents métiers de la direction financière. Le deuxième sujet autour de la gestion des talents, et c'est pour la première année, c'est une question que l'on pose depuis le début, depuis 6 ans, c'est quelles compétences est-ce que vous recherchez en priorité parmi vos équipes. Et pour la première fois, ce sont les compétences liées aux nouvelles technologies qui sont classées premières.
et devant, ce qu'on voit en deuxième, les compétences plus classiques, techniques financières et de gestion. Je crois que ça en dit beaucoup finalement sur la transformation du métier et puis plus généralement aussi de la formation finalement des équipes finance pour demain. Voilà, c'est très prégnant. Troisième commentaire aussi, l'aspect relationnel, managérial, en complément finalement de tout ce qu'on a dit sur le pilotage de la performance, stratégie de développement. Il est indispensable que la direction financière sache communiquer, sache être le bon relais et pas toute seule. Voilà, c'est vraiment en lien avec la stratégie d'entreprise. Karine, justement, sur la gestion des talents, vous vouliez réagir ? Oui, puisque moi personnellement, je l'avais classé en numéro 1 dans mes priorités. Bon, c'est compte tenu du contexte de grande transformation des équipes au sein de notre société. Je pense que M. de Romanet a très bien résumé. Il faut s'entourer des meilleurs, certes. Maintenant, les meilleurs, ils coûtent très cher. Quels sont les meilleurs ? Et c'est pas toujours évident. Donc, je pense qu'on a aussi nous-mêmes, en tant que direction financière, un rôle à jouer dans la formation et le développement des compétences qu'on recherche. Certes, on recherche évidemment des compétences techniques financières, mais je dirais que c'est un prérequis maintenant. Effectivement, il faut qu'on... moi, je cherche personnellement, et c'est très difficile, c'est pour ça que je fais un appel aux écoles de commerce et puis aux universités, parce que ça fait déjà quelques mois que je cherche des financiers capables, qui ont une vraie expérience utilisateur sur les outils de Big Data, BI, etc. Et en fait, on a des profils de data scientists qui sont très clairement disponibles sur le marché, mais pas avec une double compétence finance. Et ce qu'on recherche avant tout, ce sont quand même des financiers capables d'interpréter les analyses, d'avoir une hauteur de vue et de pouvoir ensuite déterminer collectivement avec les opérationnels des plans d'action vraiment adaptés et customisés. Là, je vous rejoins complètement, qui ne sont pas généralistes, mais qui sont customisés en fonction de chaque activité. Donc moi, pour mon cas personnel, je vais peut-être revenir dessus après dans le plan de transformation, étant donné qu'on ne trouvait pas, on a développé nous sommes en train de développer avec la direction des ressources humaines des plans de carrière pour nos financiers, avec un parcours pas obligatoire, mais en tout cas fortement conseillé, et qui est d'ailleurs fort apprécié, avec une intégration à l'international dans une des filiales ou une acquisition, dans un domaine plus opérationnel, du contrôle de gestion peut-être au niveau des métiers, et puis un passage au siège avec une vision donc plus stratégique. Et de cette façon-là, alors là on est en pilote en ce moment, et effectivement, je pense qu'on a dû gagner 3 ans sur le profil, sur la gestion du talent, dans le développement de ses compétences. Il a vraiment une vision maintenant globale. Alors j'entendais M. Romanet qui disait holistique de la compagnie, et pourtant ce talent n'est pas forcément très expérimenté, mais il a vraiment développé cette vision globale et cette capacité de pouvoir aider et de pouvoir être un vrai business partner au sein de l'entreprise. Voilà. Merci Karine. Alors le deuxième élément sur lequel je vais revenir, c'est l'organisation, avec la notion qui est certes pas tout à fait nouvelle, qui est celle des centres de services partagés. Pas tout à fait nouvelle parce qu'on le voit ici, les grandes entreprises l'ont assez largement adopté, plus de 70% d'entre elles. Mais là où on voit un peu de nouveauté, c'est que les ETI s'intéressent maintenant de très près également à ce modèle organisationnel. Et l'autre chiffre sur lequel on voulait revenir, qui est celui de 13%, alors qui est certes peut-être pas très important, mais tout est relatif, puisqu'il s'agit du pourcentage de direction financière qui envisage de relocaliser en France des CSP aujourd'hui à l'étranger. Alors il y a plein de raisons qui peuvent expliquer cela, les coûts cachés non identifiés au départ du projet, la complexité à échanger du fait des décalages horaires, il y a plein de raisons qui expliquent ça, mais on trouvait ça assez intéressant de revenir là-dessus parce que on va le mesurer, au fur et à mesure des années, c'est peut-être un début d'une tendance de fond, et notamment peut-être aussi permise par le digital. On verra au fur et à mesure. Alors, justement, sur ce sujet des centres de services partagés, je voudrais faire la transition avec la dernière partie, qui va être celle des témoignages de nos invités, en commençant peut-être par Christian, qui va revenir sur son projet de transformation des systèmes d'information, qui était un prérequis, justement, à la mise en place des CSP. Notre projet, en fait, c'était... En 2010, Eiffage a une situation hétérogène, puisqu'on a leur Eiffage, c'est un groupe très décentralisé qui travaille dans
on est organisé en 4 branches, 8 métiers, construction, génie civil, construction métallique, énergie, immobilier, aménagement et concession. Le groupe s'est construit par regroupement et croissance externe, donc avec un point de départ très hétérogène en termes de système d'information, et on est très décentralisé, on réalise à peu près 100 000 chantiers par an, un peu plus de 100 000 chantiers par an. Autre caractéristique, on a toujours eu une structure très compacte, très lean, très resserrée, avec une holding resserrée. Donc c'est le point de départ. On décide en 2010 de mener ce projet de transformation pour évoluer vers une harmonisation évidemment des processus, des référentiels communs, une meilleure qualité de l'information. On choisit comme ERP Oracle comme base de données et PeopleSoft. Et puis donc on a construit petit à petit on a construit et déployé notre système. Aujourd'hui, cette étape, elle est derrière nous. Évidemment, enfin, sur cette partie ERP, je trouve qu'elle est réussie. Les deux effets bénéfiques qu'on en perçoit, c'est d'abord le processus d'intégration dont vous avez parlé. Certains de nos métiers, l'énergie en particulier, sont des métiers où le secteur se concentre énormément, donc on intègre beaucoup de sociétés. Sur un socle commun, c'est plus facile. Et puis, on réalise de plus en plus de projets en synergie entre tous les métiers que j'ai cités, avec des maîtrises d'ouvrage qui s'appauvrissent dans le bâtiment et les travaux publics, et finalement le rôle d'intégrateur qui est confié aux groupes tels que les nôtres. Et donc, quand on réalise un projet clairement, la dernière référence en date importante, c'est le PPP pour la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire entre Le Mans et Rennes. C'est un budget de 3 milliards d'euros. Évidemment, quand tout le monde est sur le même socle, les référentiels, ça va mieux, ça va plus vite par rapport à une situation où le seul point de convergence, finalement, était le système de consolidation. Donc on en voit déjà les premiers effets. Et puis étape 2, on décide en 2015 d'évoluer vers des centres de services partagés. Donc on a démarré notre projet en 2015, on a migré les premières entités en 2016 et on aura quasiment tout le monde, normalement, fin 2018 dans le CSP. Donc l'objectif qu'on a recherché, c'est la qualité. C'est bien sûr le contrôle interne. Préalablement au CSP, on avait plus de 320 sites en France qui faisaient de la comptabilité fournisseur, avec parfois des problèmes évidents de séparation de tâches parce qu'on n'avait pas d'effectifs suffisants pour assurer toute la séparation de tâches. Objectif, industrialiser la production et puis libérer du temps sur le terrain pour que nos managers financiers passent plus de temps à l'analyse, au prévisionnel et au recouvrement qu'à la production de l'information. Dernier objectif, absorber plus facilement les mutations technologiques. Alors la principale difficulté était, je l'ai dit, on est un groupe très très décentralisé, de ne pas casser cette culture décentralisée et très entrepreneuriale et de bien scinder ce qui relève du back-office et du front-office. Alors d'autres l'ont fait avant nous. Dans le BTP, je peux vous dire que c'est révolutionnaire de faire des back-office dans le BTP. Tous les patrons étaient attachés à avoir leur comptable, leur personnel, leurs outils, et puis avoir tout ça à portée de main. Donc, premier écueil, c'est bien séparer ce qui doit relever du local et ce qui doit relever du CSP. On a décidé de mettre dans le CSP toute la partie fournisseur, logiquement, comptabilité bancaire, note de frais, et on laisse en local l'ADV, y compris la gestion de sous-traitance, parce qu'il y a un gros volet d'établissement local des décomptes de travaux, et puis évidemment le recouvrement. Aujourd'hui, s'il y a un point important, nous avons choisi de localiser nos CSP en France dès le départ. Le groupe a une forte culture, je dirais paternaliste, sociale. Le premier actionnaire du groupe, ce sont nos salariés. On détient collectivement 20% du capital, 30% des droits de vote, donc on est attaché à nos salariés. Et donc premier objectif, avant même la qualité d'aller localiser le CSP en France, c'était le reclassement et réaliser notre projet de transformation au maximum avec nos salariés. L'état des lieux aujourd'hui, on a transféré un tiers du périmètre en CSP, un autre tiers à les outils, puisqu'on a mis en place de nouveaux outils de communication locale, local CSP, donc un tiers du périmètre a migré sur les outils, mais est encore gérant local, et puis le dernier tiers n'a pas encore migré. Premier retour d'expérience à ce stade, c'est ce qui est intéressant, on est satisfait du choix en France. Je pense que si c'était à refaire, on le referait. D'abord parce qu'on
conduit ce projet de transformation avec des sachants et des connaisseurs de l'entreprise. Et puis parce que l'objectif de ce type de projet, je crois, c'est la productivité. C'est bien d'aller réduire le coût des tâches en allant passer moins d'heures à la tâche et non pas en allant chercher un coût horaire inférieur à la tâche. Je pense que si on veut progresser sur la base des CSP, c'est bien d'industrialiser avant même une prochaine étape qui sera de robotiser une partie des tâches. La robotisation dans le CSP, on y réfléchit. Là encore, je pense qu'une structure CSP de type factory est beaucoup plus à même d'aller intégrer de la robotisation que des structures hyper décentralisées. Il faut bien sûr prendre en compte un surcoût. Dans un premier temps, on a un surcoût, on laisse des relais locaux pour accompagner ce changement. C'est indispensable pour la réussite et donc pendant un certain temps, suivant les entités et leur niveau de maturité, entre 6 mois et 1 an, on a un surcoût de passage au CSP. Pour un gain, à terme, on aura un gain de productivité. Bien sûr, impliquer, motiver, soutenir les équipes tout au long du projet avec un sponsorship fort de la direction générale. C'est long, ces aventures sont toujours très très longues et donc il peut y avoir un phénomène de lassitude. Là, il faut vraiment être tous ensemble et motiver tout le monde. Point positif que j'ai découvert et qui m'a agréablement surpris, on a dans les CSP une bonne perception de la reconnaissance par les agents du CSP de leur métier. Pourquoi ? Parce qu'avant, on était en local avec des profils comptables qui étaient très isolés dans des structures locales, qui avaient peu de dialogue avec le métier, finalement le métier de la comptabilité, qui se voit aujourd'hui reconnu avec une visibilité sur les possibilités d'évolution au sein de ces structures. C'est quelque chose qui est positivement perçu. Autre avantage, on renforce tout un tas de contrôles grâce à l'analyse de données qu'on fait plus facilement en CSP, avec des contrôles au quotidien, notamment sur les doubles paiements, c'est un exemple, mais ce sont des choses qu'on fait de façon très facile. Prise de conscience du coût des traitements, puisque le CSP y répartit ses coûts par une facturation, et je pense que le local prend conscience de ce que représente le coût d'une opération, ce qui fait réfléchir, et ce qui peut conduire à une productivité globale de la sphère administrative. Et puis on a une organisation qui est vraiment mieux à même d'absorber les nouvelles technologies, les nouveaux outils, les outils qu'on met en place pour l'accès en mobilité à un certain nombre d'informations. Et puis, je l'ai dit, la robotisation. Je crois qu'on a, avec des CSP bien calibrés, quelque chose qui, sur le moyen long terme, est très puissant. Merci Christian pour ce témoignage. Sophie Bouéré, vous avez rejoint Excel Industries récemment, après avoir passé 22 années à la direction financière de Danone, et vous avez souhaité revenir sur ce double regard. Voilà, donc effectivement, mon témoignage sera plutôt sur le passage d'une multinationale au monde des ETI. Donc, comme vous le dites, après 22 années chez Danone, où j'ai passé du temps à la fois dans des rôles régionaux ou locaux, dans des rôles plus d'experts en finance, comme des rôles plus généralistes en finance, j'ai effectivement décidé de rejoindre le groupe Excel Industries en juin 2017. Donc, cette volonté, c'était vraiment d'une part pour moi d'avoir un périmètre complet de CFO, et puis aussi travailler dans un cadre où la vision patrimoniale, le long terme, a aussi toute son importance, ce qui est tout à fait le cas des ETI familiales. Donc Excel Industries, c'est un groupe industriel, comme l'indique son nom. C'est 874 millions de chiffre d'affaires. Danone en fait 22 milliards. C'est environ 3500 collaborateurs dans le monde pour 100 000 pour Danone. Donc c'est 25 fois plus petit que Danone. Pour autant, ça a aussi une certaine complexité, puisque nous avons 4 métiers avec des business models tous différents. Nous avons à peu près 100 filiales dans le monde, avec seulement 25% du chiffre d'affaires réalisé en France. Et nous avons aussi une croissance très significative, puisque le groupe a doublé de taille en à peu près 10 ans. Et tout ça, on le gère, on le supervise au niveau de la finance avec une équipe centrale de 4 personnes et demie. Voilà, donc dans ce cadre-là, et venant du monde dans lequel je venais, avec un sac à dos bien chargé, d'outils à la fois très complets et très sophistiqués, que j'ai acquis durant toute cette expérience chez Danone,
Maintenant, ma position, mon objectif, c'est qu'est-ce que je fais de ce sac à outils, quels sont ceux que je mets en place, quelles sont mes priorités et comment j'essaye de m'adapter à ce nouveau monde, d'y apporter ma connaissance et mon expérience tout en respectant les valeurs d'une entreprise extrêmement décentralisée, comme les Eiffage, une entreprise familiale où il y a un esprit entrepreneurial très très fort. Donc ma première priorité, c'est un peu déjà back to basics et donc m'assurer qu'on est une entreprise, je vous ai dit familiale, mais on a 25% coté à l'Euronext, donc on a aussi des obligations dans ce sens. Donc m'assurer que l'ensemble des fondamentaux sont en place, que ce soit en ce qui concerne le contrôle interne, que ce soit en ce qui concerne l'application des nouvelles normes comptables, la mise en place de normes comptables homogènes au niveau du groupe. Donc faire en sorte que ces basics soient en place, mais en cherchant toujours à coller au maximum à l'intérêt business. Donc sur le sujet de contrôle interne par exemple, il est hors de question pour moi, déjà pour une question de limitation de ressources, mais aussi pour une question d'intérêt, de partir dans des référentiels extrêmement complets et sophistiqués, mais plutôt de m'attacher vraiment à une approche des risques, quels sont les vrais risques du business, et par rapport à ces risques, quels sont les points de contrôle interne qui me semblent tout à fait clés pour l'entreprise. Alors évidemment, je n'oublie pas non plus ce que j'ai vécu de près ou de loin chez Danone et tous des outils un peu plus sophistiqués, donc, ou des organisations effectivement qui se développent depuis déjà plusieurs années ailleurs. Donc par exemple, sur le sujet des CSP, bien sûr que c'est intéressant. On n'a pas 320 sites, mais on a quand même un certain nombre de sites avec aussi beaucoup de comptables uniques, donc avec zéro séparation des tâches, des sujets de contrôle interne, des sujets de qualité, des sujets de charge de travail. Donc le CSP, c'est évidemment un sujet qui est intéressant, mais certainement que je regarderai un petit peu plus tard, certainement avec une approche plus commune à la vôtre, c'est-à-dire déjà hors de question de rentrer dans des CSP mondiaux, plutôt un CSP peut-être France, et peut-être pas sur l'ensemble du périmètre. Par contre, bien sûr, comment utiliser des outils qui sont utilisés déjà depuis de nombreuses années ailleurs, de dématérialisation par exemple de factures, d'automatisation du traitement des factures fournisseurs. Comment le faire quand on a une petite entreprise de 20 millions de chiffre d'affaires et avec un comptable unique, c'est juste impossible. Par contre, dans le cadre d'un CSP, c'est évidemment intéressant. Sur le sujet du cash pooling, puisqu'on n'a pas non plus de cash pooling aujourd'hui, c'est évidemment aussi un sujet que je regarde. Bien sûr que ce serait une optimisation de trésorerie que de mettre en place ce cash pooling. Ceci dit, je dois aussi faire attention à des valeurs d'entreprise et d'entrepreneuriat, puisqu'aujourd'hui, nos directeurs généraux continuent à regarder leur compte bancaire comme un indicateur de la bonne santé financière. Et c'est pas complètement faux non plus. Et donc, imaginez de remettre chaque jour ou chaque semaine leur compte bancaire à zéro par un système de cash pooling, eh bien, ça serait enlever finalement ce réflexe qui est sain et qu'ils ont. Donc, comment, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais comment le faire avec évidemment la pédagogie nécessaire pour continuer à s'assurer que le cash demeure une des préoccupations. Et si ça doit passer par regarder le compte bancaire, eh bien oui, c'est un indicateur que l'on peut suivre au quotidien. Le niveau des stocks, on ne le suit pas au quotidien. Donc c'est bien sûr, ils comprennent que c'est un sujet important, mais l'indicateur qui restera l'alarme, ça sera plutôt le relevé bancaire. Donc voilà un petit peu effectivement des priorités un peu plus basiques que je rencontre chez Excel Industries, avec finalement une conclusion qui est que chaque modèle est différent. Donc en fait, pour moi, l'objectif, c'est vraiment de trouver le meilleur entre le bon équilibre, entre une décentralisation qui est aujourd'hui dans l'ADN du groupe Excel Industries et la centralisation qui aussi permet un meilleur niveau de qualité, une meilleure performance, et donc d'arriver à faire un beau mix de tout ça en respectant les valeurs du groupe et en s'attachant à être toujours au service du business. Merci Sophie. Karine, un dernier témoignage sur la transformation que vous opérez aujourd'hui en fonction finance de GEFCO, où vous alignez, si je comprends bien, le pilotage de la performance sur les nouveaux business models. Oui, tout à fait. On a mis en place, très rapidement pour recadrer un peu le projet, qui est donc un projet de transformation de la fonction contrôle de gestion particulièrement. Globalement, GEFCO, donc c'est 4 milliards de chiffre d'affaires en 2016. C'est 50 filiales, plus de 50 filiales sur les 5 continents.
Et c'est surtout un secteur d'intervention, enfin, majoritairement sur le secteur automobile, qui, comme je le disais tout à l'heure, est en profonde transformation. Une de ces transformations qu'on rencontre une fois tous les 100 ans, disait Monsieur Toyoda il y a quelques jours dans les Échos. Donc je pense que voilà, c'est très structurant, et nous, on s'est positionné dans ce contexte-là, au niveau global d'entreprise. Et très clairement, la direction générale a demandé qu'on prenne ce virage, qui est non seulement technologique, mais pas que, et a demandé à la direction financière de piloter ce projet de transformation. Donc au niveau du controlling, pour revenir sur notre sujet du jour, pour vous faire part de mon expérience, on s'est posé la question. Donc déjà, premièrement, il fallait s'attaquer au business model de la société, de l'entreprise, dans la mesure où il vivotait au sein de la société depuis plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans, nous avons eu de la croissance externe, nous avons changé d'actionnariat, ce qui était très structurant, puisqu'on avait un actionnariat 100% français qui était PSA, principal client, mais aussi principal actionnaire. On est passé à un actionnariat russe, majoritairement, 75%, donc il fallait qu'on s'adapte. Le business model, on l'a fait évoluer sur 3 axes majeurs, qui sont bien sûr l'axe géographique, qu'on connaît, qui est plutôt classique, l'axe business. Alors on a aussi énormément de métiers et d'activités avec des business models très différents, et c'est toute la difficulté de la refonte du business model, c'est de s'adapter, de customiser vraiment à chaque activité. Donc on a des activités d'entreposage, de warehousing, de transport, de véhicules, de transport de marchandises. Donc c'est vraiment des domaines complètement différents, avec des innovations technologiques très disruptives, de type l'impression 3D, comme ça paraît pas très disruptif, mais pour un métier de l'entreposage, de savoir qu'on peut produire en bout de chaîne et que de fait on va réduire le transport, qui est quand même notre cœur de métier, il faut s'adapter, et donc il faut prévoir, anticiper et faire en sorte que le business model puisse intégrer ce type de transformation. Donc ça, c'est tout notre travail de cette année sur lequel on s'est attelé, et honnêtement c'était presque... quand on m'a donné ce projet, je me suis dit mais c'est pratiquement impossible en 4 mois de réaliser ça, et là on arrive à la fin du projet, et je pense qu'on va le faire avec succès. Évidemment il y aura d'autres étapes, qui est le 3e axe de développement du business model que je pourrais mettre en place que l'année prochaine, qui est le suivi de l'axe client, et donc la rentabilité par client qui n'est pas très opérationnelle chez Jeffco. De fait, quand on avait un actionnaire majoritaire qui était notre client principal, ce n'était pas une de nos préoccupations majeures. Là, maintenant, ça le devient dans un environnement vraiment concurrentiel, et ça demande beaucoup de changements. Et là, je passe sur mon 2e axe de transformation, qui est donc les outils, puisque pour pouvoir déterminer la rentabilité par client et puis pour pouvoir suivre la performance par activité, il faut toucher aux outils. Alors on est en train de transformer les outils, pas seulement les outils financiers finalement, puisque c'est un projet global, et c'est là où la direction financière a une envergure plus globale, et je rejoins tout à fait Monsieur de Romanet tout à l'heure. Il faut qu'on modifie les outils opérationnels, donc on a vraiment un travail de forte collaboration, un travail collectif avec les directeurs des business lines, ce qu'on appelle business lines. Il y a évidemment l'évolution de nos outils financiers. Donc nous, on est passé sur un ERP en cloud, en mode SaaS, pour être plus rapide, plus réactif, dont on est plutôt satisfait et qui fonctionne bien, qui nous permet d'avoir des tableaux de bord on demand. Et le 3e axe de développement, c'est un outil de business intelligence que nous sommes en train de développer pour pouvoir bien sûr se plugger et pouvoir récupérer les informations de tous les systèmes d'information, aussi bien opérationnels que financiers, en intégrant une partie de data visualisation qui nous permet donc d'embarquer les analyses sur nos mobiles, sur téléphones portables et tablettes. Ensuite, ça c'était le 2e axe de la transformation. On a réussi, et on est en train de développer l'outil de business intelligence, mais les 2 premières étapes ont été réalisées aussi cette année en 2017. Le 3e axe de développement, c'est les process. Bon, alors nous, on est plutôt dans un mode centralisé, je dirais voire trop centralisé, c'est un peu notre problème.
Et les process sont plutôt robustes, voire trop robustes. Enfin, je rejoins votre première remarque qui disait qu'il faut réduire les temps de process budgétaire. Nous étions à plus de 4 mois l'année dernière. J'ai réduit à 2 mois, mais honnêtement, je ne vois pas comment je peux faire plus. Mais bon, certainement, il y a plein d'outils à mettre en place et il faut penser ça avec les opérationnels. Mais donc, on s'est aussi attaché à réduire de moitié, même si ça reste encore très long, le processus budgétaire. Alors, on est parti sur une méthode mixte de type BBZ, donc base zéro, puisque c'est une année qui est charnière pour nous, dans la mesure où on a renouvelé le contrat avec un actionnaire majoritaire, enfin minoritaire maintenant, PSA, et on a un impact financier très fort et donc des challenges très importants en 2018. Donc l'idée de partir d'un budget base zéro était de forcer un petit peu les financiers et les opérationnels à être plus créatifs dans leur façon de répondre à ce challenge de 2018. Et avec tous ces changements qu'on a opérés en 2017, en 2018, je dirais que le plus important, ça va être la transformation de la fonction gestion, l'organisation globale au sein de l'entreprise. Donc de décentraliser, je pense un petit peu, de revenir sur les basiques, c'est-à-dire arrêter de regarder les gens qui regardent, ceux qui regardent, qui font, et d'essayer vraiment d'avoir une organisation un peu plus lean et d'être au plus près des opérationnels, parce que c'est quand même, je pense, la conclusion, c'est que notre rôle de business partner est vraiment primordial, et je pense qu'il faut qu'on se rapproche des opérations en plus de la finance pour pouvoir vraiment avoir une action sur le futur de l'entreprise, et dans notre cas chez GEFCO, de pouvoir prendre ce virage de la transformation et de pouvoir accompagner la direction générale. Voilà. Merci Karine, et merci à tous les 4 pour vos éclairages sur cette étude. Pascal, un petit mot peut-être de conclusion, rapide parce qu'on déborde un petit peu, je crois, du timing, mais voilà, à toi la conclusion. Oui, je vais faire une conclusion, mais je voudrais juste rappeler qu'en fait, vous allez pouvoir retrouver toutes les histoires de transformation des personnes qui sont sur scène et d'autres dans la restitution de l'étude. Alors, je crois que avec toutes ces différentes histoires, on peut aujourd'hui dire que le directeur financier d'aujourd'hui, donc, et même de demain, sera plus proche du métier. Là, je pense que c'est une conclusion partagée par tous. Sera capable de mettre à disposition des données en temps réel, avec tous les outils dont Karine, par exemple, vient de parler, dont Christian a mis en place et continue à mettre en place. Et puis, sera également plus agile. Alors, c'est un mot qui est un peu tarte à la crème peut-être, mais n'empêche que les directeurs financiers que nous avons rencontrés nous ont tous parlé d'agilité, nous ont tous parlé de recherche d'agilité. Et en fait, finalement, ça implique la transformation des méthodes et des pratiques. Et je voudrais terminer par un terme anglo-saxon. Les anglo-saxons parlent de Chief Performance Officer. En fait, le directeur financier doit être le conseiller de la performance de l'entreprise. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais juste, malgré tout, remercier chaleureusement l'équipe avec qui j'ai pu réaliser cette étude, donc Alexandre Lordereau, Mélanie Bastol et Loïc Chauvet. Merci.